temps d'autrefois. Il y a des grands-parents, une grosse gang d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps. Des outils, des cordes, des haches, des galandons, des marmites pour faire cuire du lard. Chaud poêle à bois, 5 heures, les vaches sacrées, les bois, gagner quelques piastres qui démontent, des cruches comme l'as, tout le monde en place. Des réserves d'Indiens, des cabanes et des chacs, des bons Canadiens avec un lumberjack. Règlement 17, on n'a plus de chaussettes, ça mène aux fouettes, dans la grosse barouette. Tout le monde en place, tout le monde en place, tout le monde en place. Pour la cette carrée, un violonneux, puis monsieur le curé, y a des gigueux dans des chantiers, mon oncle, ma tante en petit buggy. Un village c'est un vieux, un attaché mieux pour jaser le temps d'autrefois. Y a des grands-parents, une grosse gang d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps. Des outils, des cordes, des haches, des Pincourt. C'est dans le sud-ouest de l'Ontario, dans le triangle qui se trouve entre le lac Saint-Clair et le lac Erie. Et c'est situé à 50 000 de Windsor, quelques 6 000 de la ville de Chatham, dans le comté de Kent. La rivière intéressante pour Pincourt, c'est la Tamise, Thames River. Et c'est, je dirais, la rivière qui autrefois s'appelait la Tranche. Et c'est une rivière qui, autrefois, a servi à développer la région, qui a emmené les premiers pionniers parce qu'il n'y avait pas de route. Il n'y avait que très peu de moyens de communication. C'était la rivière, c'était la route, ça. Et on emmenait par la rivière le charbon et on faisait transporter le bois par la rivière et ainsi de suite. Là où les chemins nouveaux traversaient les marécages ou les terrains bas, écrivait-on en 1926, les premiers conseillers de Pincourt firent des chemins avec des billots pris dans les bois. On mettait les billots en travers des chemins et on les recouvrait de terre le mieux qu'on pouvait. Il est certain qu'il n'y a pas encore 15 ans passés, nous pouvions voir ces chemins épais de 4 à 5 pieds. La Winter Line, qui passe devant l'église et que l'on appelle la montée de Pincourt, construite d'une manière aussi primitive, est maintenant couverte de béton. Et lorsque nos pères, par ces chemins, prenaient une journée pour aller à Chatham, nous y allons dans une demi-heure en automobile. Les premiers agriculteurs étaient plutôt pauvres. Le nom Pincourt vient du fait que les premiers agriculteurs vivaient très difficilement. Les missionnaires venaient de Sandwich, près de Windsor. Ils s'échelonnaient du long du lac Saint-Clair et rentraient dans la Tranche, venaient à la paroisse Saint-Pierre. Et Pincourt, ici, était tout simplement une mission. Et quand ils venaient dans ce coin-ci, les missionnaires, tout naturellement, disaient qu'ils allaient dans la région des pains courts, parce que les gens faisaient des petits pains, des pains courts, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Pincourt était une mission, donc les gens étant très pauvres, ils faisaient de petits pains pour recevoir les missionnaires. Pour une grosse raison, c'est qu'ils n'avaient pas la farine nécessaire pour en faire un gros. Donc, ils faisaient de petits pains pour les visiteurs qui venaient ici. Et le nom est resté à la paroisse. Quelle grosseur de pain? Je dirais que c'était un pain de 4 pouces au plus et 2 pouces de large. C'était tout. Comment il était fait? La même chose que les gros pains, mais seulement qu'ils faisaient ça tout petit. Nous avons de temps à autre des soupers canadiens où on sert encore ce petit pain-là. On les fait faire par les boulangeries de Chatham, mais tout de même, ce sont encore les petits pains de Pincourt. Est-ce que votre mère faisait le pain? Ah oui. Comment est-ce qu'elle le faisait? Je pense qu'elle faisait le pain. Dans quelle sorte de poêle elle le faisait cuire? Ah, un poêle à bois. Un poêle de bois, vendre des cotons de blé d'Inde. Parmi les premiers habitants à Pincourt, on voit les noms de James Charon, Jean-Baptiste Faubert,
John MacDonald, Edmond Baby, Alexis Herkworth, Monsieur Ladéroute, Réaume, Matt Charon, Jean-Baptiste Primeau et Monsieur Bergeron, d'après l'arpenteur, Monsieur Rankin, qui est venu arpenter vers l'année 1830. Il y a certainement une grosse différence entre hier et aujourd'hui. Quand on dit qu'aujourd'hui, la région est peut-être une des régions les plus riches du Canada, au point de vue agriculture. Comment la transition s'est faite entre la pauvreté et la richesse, M. Chauvin? Je dirais avec l'arrivée surtout de l'automobile, du camion. Car autrefois, les fermiers devaient écouler leurs produits par le chemin de fer. Il y avait un chemin de fer qui venait jusqu'à Pincourt, de Chatham. Et les fermiers devaient donc faire en sorte que leurs produits partent sur le chemin de fer de Pincourt jusqu'à Chatham et de Chatham à Windsor peut-être, ou à London, peu importe. Maintenant, les fermiers eux-mêmes n'ont pas de problème. Il y a des élevateurs à Pincourt même qui sont là pour accepter tous les produits de la terre. Et puis, de ces élevateurs-là, eh bien, ça s'en va partout. Toronto, London, Windsor, partout au Canada. En fait, nous avons à Pincourt peut-être un des Canadiens français les plus prospères au point de vue, je dirais, marchand de grains. M. Napoléon Roy, hein, qui a commencé, comme d'ailleurs tous nos agriculteurs, bien humblement. Avec quoi il a commencé, Napoléon Roy? Il était camionneur. Il faisait la transportation du blé d'Inde. Et puis ensuite, il a commencé à s'intéresser dans le grain de semence. Et puis, quand on a commencé à s'intéresser à développer le blé d'Inde hybride, bien, il s'est rendu sur les lieux. C'était surtout dans le Wisconsin, puis Iowa. Et puis, il s'est renseigné sur les démarches à prendre pour arriver à développer de nouvelles variétés. Et puis de là, bien, il a développé son commerce jusqu'au point qu'aujourd'hui, là, il y a des entrepôts, puis il y a des hangars. Il paraît que son père l'encourageait pas tellement quand il a commencé. Ah, quand son père pensait qu'elle allait un peu trop vite pour ses moyens au commencement. Et puis, tellement que ça lui, Napoléon, ça lui tombait un peu sur les nerfs. C'est la question de dire, bien, chacun se mêle ses affaires. Chatham est la ville la plus rapprochée de Pincourt, à peu près à 6 000 de Pincourt. Et c'est là que les gens de Pincourt se rendaient pour vendre leurs produits au marché. Souvent qu'ils partaient en buggy vers 4 heures, peut-être 3 heures le matin. Ils se rendaient là pour avoir une des meilleures places sur le marché. Ils revenaient le soir et
Ici, à Pincourt, on avait 2 magasins, puis on vendait du linge, des bottines pour les habitants, et des salopettes, des choses comme ça, en plus des épiceries. L'usine de Chatham. C'est ce qu'on appelait C'est l'usine du de sugar? betterave. Une raffinerie à sucre. Ça occupait beaucoup les gens d'ici. Et ça, c'est une chose, ça vient à Pincourt chercher de la betterave, ça. Ouais. C'est dans le temps qu'il y avait le chemin de fer à Pincourt. Oui. Vois-tu, on cherchait ces betteraves-là. Le nom de la 4e concession, ça, Ouais. hein? Non, c'est devant l'élévateur, là. Ah, ouais. King Green, il y avait le chemin de fer à Livadette, là. Mais oui, c'est le long de la 4e concession, ça? Oui, tu as raison. Ça allait jusque-là? Oui, regarde ça, c'est le tas de betteraves. C'est chez nous, ça. Ah bon? Regarde les. Ben, sais-tu, Jean? Non, c'est à Chatham, ça. Mais chez Comme vous, l'usine. c'était ça? Là où est le tas de coton, là, Oui. ça, c'est tout couvert de betteraves, ça. Ça, c'est Harmonie Sterling. Oui, c'est Harmonie Sterling, ça. Vois-tu, il déchargeait tout ça. Ça, c'est dans les chars. Il chargeait- Le travail était fait à la main, beaucoup Ouais. plus. à ce Écoute que temps-là, ces hein. gars-là, il y en a qui gagnent leur argent. Ouais. Au début, il y avait des problèmes. Il s'agissait tout d'abord de défricher et puis, évidemment, de vivre tout simplement. C'était une question économique. Il y avait très peu de chemin. C'est beau dire défricher le bois. Il faut quand même pouvoir le vendre pour qu'on puisse en retirer suffisamment de profit pour pouvoir vivre et développer l'agriculture. Ensuite, quand on avait la terre développée elle-même, il fallait quand même aussi faire sortir les récoltes. Et les moyens de communication sont toujours une chose absolument nécessaire. Le début a été plutôt difficile. Près de Toronto, il y a eu tout un établissement de Hollandais. On les a appelés les marais hollandais, qui sont venus et puis qui ont asséché et qui ont fait en sorte que c'est devenu une région très prospère. Eh bien, la région ici, je crois qu'on a pris plus ou moins une page de l'histoire hollandaise. Et puis, on a je dirais, pompé l'eau qu'il y avait sur les terres. On a irrigué, on a mis des tuiles profondément dans la terre qui a fait ressortir l'eau vers les fossés. Et ensuite, les fossés, on a écoulé l'eau vers le lac. Et ça, avec l'aide de pompes, tel qu'on le faisait en Hollande. Et les régions qui autrefois étaient submergées à raison de 7 ou 8 mois de l'année sont devenues des régions où on peut produire du blé d'Inde année après année après année. Moïse Caron était mon grand-père. Il est venu s'établir ici en 1866, en 1866, avec, il était veuf, avec 4 fils puis une fille. Peu de temps après, ça a été établi ici, il voyait, vu qu'il était veuf, puis pour voir aux affaires de la ferme, puis affaires de la maison, il est allé voir les sœurs Ursulines à Chatham, puis il leur a demandé s'il s'occuperait de sa petite fille, qui était devenue ensuite Madame Sterling. Son nom était Edwidge. 5 ou 6 ans plus tard, il a rencontré une veuve qui, elle, avait 3 filles et 2 fils. Et puis, ils se sont mariés. Et les deux ont travaillé bien fort, jusqu'au point de laisser à chacun de leurs fils ici, là, chacun une ferme, claire de dette, 100 acres. Et puis aux filles, chacun 50 acres de terre. Grand-père était renommé pour son endurance. Il paraît qu'il travaillait fort et puis que il savait
il trouvait moyen toujours de se tirer d'affaire. Cette ferme-là est entre les mains des colons depuis 1896, je pense. Et puis, anciennement, ça appartenait à un ministre, dès le début, appartenait à un ministre anglican, qui lui avait été donné par la couronne, je crois. Et puis ensuite, c'est un monsieur Pinsonneau qui a acheté cette terre-là. Et puis, M. Pinsonneau ensuite a vendu ça à mon grand-père. Ça, c'est à peu près l'histoire de la ferme ici. Dans quel prix ça a été vendu dans ce temps-là? Je pense que le prix qui est fixé sur le... On a un tableau là, ici, là, avec un peu l'histoire de la ferme. Et puis le prix que mon grand-père, le montant qu'il a donné à M. Pinsonneau était de 3600 quelques dollars. Et puis quand mes deux neveux ont fait l'achat de la ferme, ils ont dû payer 176 000 $. À qui appartenait cette maison ici, Madame Saint-Pierre? À Fred Béchard. On l'appelait Fred Lexi. Ah oui, pourquoi donc? Parce que son père s'appelait Alexis. Voyez-vous? Puis le qu'on nomme ça à Pincourt. Est-ce qu'il y a beaucoup de Béchard à Pincourt aujourd'hui? Oui. Il n'y a pas trop de reste. Commence à diminuer un peu. Est-ce qu'il y en avait beaucoup avant? Parce que c'est pas... Il y en avait plus qu'il y en a plus qu'il y en a aujourd'hui. Ils devaient être pas mal importants, les Béchard. Oh oui, assez important. Tout, en partie, tout. Ben, il y en a qu'on il y avait un magasin ici, sur le coin ici. Ce qui est le magasin aujourd'hui. Parce que là, oui. Quelle sorte de magasin ils avaient? Qu'est-ce qu'ils vendaient là-dedans? Ben, comment on dit, la grosserie. Différentes choses, ben. Les chaussures, différentes choses. Puis vous, qu'est-ce que vous achetiez chez Béchard? Vous deviez y aller assez souvent? Ah oui, c'était un de nos cousins. Pour la se tenir rapprocher un peu. Les premières personnes à Pincourt, c'était qui? Ah, ben, faut pas oublier les Primo, les Béchard, les Gagné, les Charbonneau, les Bordeaux, les Robert, Daniel. C'est à peu près les premiers. Est-ce qu'il y avait des pelletiers aussi? Oui, il y avait des pelletiers. Faut pas les oublier, c'est nos meilleurs amis. Puis des Ilias? Il y avait des yachts aussi. Lauzon? Et Lauzon, bon, on va en trouver encore. Des Faubert? Faubert. Et Robert. J'ai-tu dit Robert? Faubert. Faubert, Robert. Daniel. Et Couture. C'était qui les plus importants là-dedans? De tous ceux-là, là? On dit comme on dit qu'il y a du fin, vous voulez dire. Ah ben, M. Narcisse Béchard, ça, c'est ce qu'il y a pas mal. Narcisse Béchard, oui. Je ne me souviens pas de Narcisse Béchard. Moi, non, c'est vous qui étiez là. Ma cigarette, puis j'ai donné par ici. Je sais pas. Narcisse Béchard, M. Cloutier, Victor Cloutier, un des premiers à Pincourt. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il enseigne à l'école. Lui, avec sa femme, avait chacun les écoles. Aujourd'hui, Pincourt est un village prospère, mais ça n'a pas toujours été ainsi.
On peut lire dans l'album Souvenirs de la paroisse, écrit en 1926, « Dans les premières années de l'existence de Pincourt, les semences et les récoltes étaient des plus primitives et des moins luxueuses. Le cultivateur abattait d'abord les arbres géants des forêts, puis quelques coups de bêche et de pioche avaient bientôt fait de tourner et défricher le sol encore vierge de nos forêts. Tranquillement, il semait le blé à la main entre les souches, afin de pouvoir se récolter un peu de blé pour faire son pain durant l'année qui s'ouvrait devant lui. Il n'y avait alors à Pincourt que 5 familles. C'était en 1825. Les Emery sont arrivés à Pincourt, je dirais, vers 1815. Mais se sont établis surtout dans ce qui est aujourd'hui Grande-Pointe, qui, dans ce temps-là, était Pincourt, bâti de Pincourt. Hein? Parce que dans les registres de Pincourt, jusque vers 1882, autour de là, on voit tous les Emery qui venaient de Pincourt. Par exemple, j'ai trouvé l'acte de mariage de mon grand-père et de ma grand-mère dans les registres de Pincourt. Et puis, les premiers Emery, le premier était Luc Emery, qui venait de Québec. Je crois que s'était marié à Châteauguay, au Québec, vers 1802. Et est arrivé à Toronto vers 1812. Ensuite, il est rendu à Windsor, 1813, parce que partout ce qui arrêtait, il y avait un enfant qui naissait. Hein? Maintenant, est-ce qu'on arrêtait pour la naissance de l'enfant ou quoi? Je ne sais pas. Mais en 1815, là, le premier enfant est né est baptisé à l'église Saint-Pierre. Mon grand-père, c'était François Emery. Maintenant, le nom François, je ne crois pas qu'il y a une famille d'Emery qui n'a pas un François dedans. Et donc, pour savoir lequel c'était, on les nommait soit d'après leur mère ou d'après leur femme. Hein? Donc, mon grand-père avait marié Rosalie Tétrault, donc on l'appelait François Rosalie. Un autre Emery, un Napoléon. Il y en avait 2 ou 3 Napoléons. Lui, que j'ai connu, sa mère était Catherine, donc on l'appelait Napoléon Catherine. Donc, par ici, ça, c'était commun. En 1926, il y avait dans la paroisse plusieurs paroissiens âgés de 80 ans et plus. Parmi ceux-là était Dame Louis Lucier, qui avait 97 ans, Monsieur Philibert Bourassa, 90 ans, Dame Isidore Pelletier, 90 ans, Dame Lina Turcotte, 88 ans, Dame Narcisse Pilote, 87 ans, Isidore Primo, 87 ans, Dame Rosalie Emery, 85 ans. C'est votre parenté? C'est la mère du père Alfred, donc ma grand-mère. Dame Jean-Baptiste Primo, 83 ans. Dame Lucien Roy, 83 ans. Joseph Roy, 83 ans. Joseph Pinsonneau, 83 ans. Eusèbe Poisson, 82 ans. Charles Roy, 82 ans. Dame Charles David, 81 ans. Lucien Roy, 81 ans. Et Dame Joseph Pinsonneau, 81 ans. Ça, c'est la vieille Turcotte. Oui, la vieille Turcotte qui demeurait à la place de Gilbert Lauzon. Je la connais, sa photo dans Le fléau. Oui. Qu'est-ce que c'est bien ça? Il s'en servait à ce temps-là, hein? À battre du fléau. Hey, mais je me demande s'il s'en servait dans ce temps-là. Ben, non, non. C'est plutôt que... Non, c'est plutôt on comme... devait avoir un portrait de ça, hein? Juste montrer comment est-ce que ça se fait dans l'ancien temps. C'est encore passablement pareil. Hey, ça, c'est le... équarrir, là, hein? Ça, c'est le père de Joseph Roy. Joseph Laprise. C'est lui, ça, M. Laprise. M. Laprise? Oui, le père de Joseph Laprise. Le père de Joseph. Ouais. Ça doit être les 2 frères, ça, parce que ça ressemble trop. Ça, c'est Fred, là, qui tourne la meule. Laprise. Oui, le garçon du vieux. Tiens. Qui est-ce que c'est ça? Ça, c'est Mme Jo de Mers. Demeure à place où... Augustin Laprise demeure, là. Qu'est-ce qu'elle Elle lave son linge, hein? Voyez-vous la cuve? Là?
peut être net quand ils ont fini. Hein. Ça, c'est le père de Félix Bourassa. Oui, M. Moïse Bourassa. Oui. Puis elle, la vieille Lucie. C'est la sœur de ma grand-mère, ça. Lui est mort, quoi, il y avait 90, dans ses 90. Oui. L'isolement du groupe canadien-français a fortement aidé à le garder sain et français. Quand vous êtes arrivé à Pincourt, Madame Chauvin, qu'est-ce qui différenciait les francophones de Pincourt des autres? C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que, réellement, venant de la région d'Ottawa, j'avais trouvé l'adaptation à Windsor quelque chose de terrible. Rendu à Pincourt, bien, ils avaient encore d'autres expressions de celles de Windsor. Donc... Quelles étaient ces expressions? Qu'est-ce que je pourrais dire? On peut lancer quelque chose, on disait fonder. Plutôt d'une armoire, c'était une cobette. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Pour une roue, on appelle une roue une bicyclette. Beaucoup d'expressions qui venaient, je ne sais pas où, mais qui nous faisaient retrousser les oreilles quand même. Dans une deuxième émission sur Pincourt, les mêmes invités nous parleront des écoles dont le curé Emery écrivait il y a 50 ans. Malgré la rareté des écoles dans la paroisse pour un très grand nombre d'années et surtout malgré la grande distance de ces écoles, les paroissiens de Pincourt ont conservé intact leur beau parler de France. Un village c'est un vieux, un attaché mieux pour chasser les temps d'autrefois. Il y a des grands-parents, de grosses gangs d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps. Des outils, des cordes, des haches, des galandors, des marmites pour faire cuire du lard. Chauffe-poêle à bois, 5 heures, les vaches, après les bois, gagner quelques piastres, qui démontent, des cruches comme l'as, tout le monde en place. Des réserves d'Indiens, des cabanes et des chacs, des bons Canadiens avec un lumberjack. Règlement 17, on n'a plus de chaussettes, ça mène aux fouettes, dans la grosse barouette. Tout le monde en place, tout le monde en place, tout le monde en place pour cette carré, un violonneux, puis monsieur le curé, il y a des jigueux venant des chantiers, mon oncle, ma tante en petit buggy. Un village c'est un vieux, un attaché mieux pour chasser le temps d'autrefois. Il y a des grands-parents, une grosse gang d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps.